de son entrée qui vient donner l'avantage à l'Espagne et Lamens qui avait réussi à détourner ce ballon. Merino venait d'entrer et encore une fois, il a sauvé l'Espagne. Franchement, cette Espagne devient de plus en plus impressionnante. Pas seulement parce qu'elle gagne, mais parce qu'elle joue tellement bien. C'est fluide, c'est technique, c'est collectif. Le milieu de terrain respire le football. Yamal retrouve le bon moment pour faire mal. Olmo a peut-être sorti son meilleur match depuis longtemps. Fabián Ruiz a parfaitement justifié le choix de De La Fuente. Et Merino, encore lui, a marqué à la fin. Mais attention, cette Espagne a aussi montré une faiblesse, parce que la Belgique, même étouffée, a réussi à répondre. De Ketelaere a marqué, De Bruyne a trouvé une passe qui fait mal, Doku a essayé de provoquer, et surtout, quand l'Espagne a encaissé, on a vu un peu de fébrilité. Unai Simón n'a pas toujours rassuré. La défense a eu quelques secondes de flottement. Et maintenant, il y a la France en demi-finale, avec Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola. 4 attaquants capables de punir la moindre erreur. Et avant ça, on va aussi parler des 2 autres quarts, Angleterre-Norvège et Suisse-Argentine. Bienvenue sur Footcast Recap, on raconte l'histoire du match. Ce qui m'a marqué dès le début, c'est la qualité collective de l'Espagne. La Belgique essaie de presser, elle ne vient pas juste subir. Elle veut gêner la première relance. Elle veut empêcher Rodri, Olmo, Fabián de respirer. Elle veut récupérer haut et vite trouver De Bruyne ou Doku. Mais l'Espagne, elle trouve les sorties. Et c'est là que leur jeu est devenu tellement beau. Quand une équipe met un bon pressing, l'Espagne ne panique pas. Elle attire. Elle utilise le 3e homme. Elle ressort. Une touche, 2 touches, le ballon avance. Et dès qu'elle casse la première ligne, elle cherche Yamal. Parce que Yamal, quand il reçoit au bon moment, ce n'est plus un simple ailier. C'est un problème collectif pour l'adversaire. Tu vas à 2 sur lui, alors tu libères l'intérieur. Tu restes seul, il te provoque. Tu recules, l'Espagne avance. Et c'est ça que j'aime dans cette équipe. Ce n'est pas seulement du talent individuel, c'est une idée collective. Et le choix fort de La Fuente, c'est de faire débuter Fabián Ruiz à la place de Pedri. Et franchement, ce choix avait du sens. Pedri, c'est le contrôle. Pedri, c'est garder le ballon, calmer, organiser. Mais Fabián, c'est autre chose. Il attaque plus la surface. Il arrive plus haut. Il pèse plus dans la zone de finition. Et contre une Belgique qui voulait presser, qui pouvait laisser des espaces derrière son premier rideau, ce profil avait du sens. Et ça paie. Dani Olmo frappe, Courtois repousse, Fabián suit, but. 1-0 Espagne. Et là, tu peux dire oui, De La Fuente a eu raison. Parce que ce but, Pedri ne l'aurait peut-être pas attaqué de la même manière. Et attention, je ne critique pas Pedri, mais je trouve qu'il n'est pas encore totalement entré dans son mondial. On connaît son niveau, on connaît sa qualité. Mais pour l'instant, j'attends encore le grand match de Pedri dans ce tournoi. Mais le joueur qui m'a vraiment plu, c'est Dani Olmo. Franchement, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi juste. Entre les lignes, dans les remises, dans les déplacements, dans la manière d'accélérer le jeu. Il joue simple quand il faut, il provoque quand il faut, et il est impliqué dans l'action du premier but. Moi, j'attends vraiment qu'il fasse ça aussi avec le Barça, parce que ce Dani Olmo-là, il donne une fluidité énorme. Et puis il y a Yamal, mon Dieu. Yamal retrouve le bon timing. Il provoque, il dribble, il attire, il met Courtois en difficulté. Il manque même de marquer à plusieurs reprises. Et surtout, quand il touche le ballon, toute la Belgique bouge. Doku, lui, était souvent pris à 2 côté belge. Mais Yamal aussi attirait constamment des Belges. Et la différence, c'est que l'Espagne avait toujours une solution autour de lui. 17 dribbles réussis dans le tournoi, presque 6 par match. Un danger
permanent. Mais le plus important, ce n'est pas seulement la stat, c'est l'effet. Quand Yamal touche le ballon, toute la défense belge se décale. Et quand une défense se décale, l'Espagne trouve autre chose. C'est ça, une vraie équipe collective. Si tu veux des récaps du mondial avec de l'émotion mais aussi de la vraie analyse tactique, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on ne regarde pas seulement les buts, on regarde pourquoi les buts arrivent. Mais maintenant, il faut parler de la Belgique. Parce que même si l'Espagne domine, même si la Belgique souffre, elle n'est pas morte. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas vraiment à poser son jeu. De Bruyne est trop peu trouvé. Et quand tu ne trouves pas De Bruyne, tu relèves une partie énorme du cerveau belge. Doku, lui, essaie, il provoque, il accélère, mais il est souvent surveillé par 2 joueurs. Et même quand il passe le premier, il n'a pas toujours la suite autour de lui. Lukaku n'a pas assez de ballons propres. De Ketelaere se bat. La Belgique veut exister, mais l'Espagne l'étouffe. Et c'est là qu'on voit la différence. La Belgique a des individualités, mais l'Espagne a un mécanisme. Et quand un mécanisme est aussi propre, il peut empêcher tes meilleurs joueurs de respirer. Et pourtant, Sur une petite situation, la Belgique punit. Et ça, c'est la marque des équipes dangereuses. Même quand elles ne dominent pas, même quand elles souffrent, elles peuvent faire mal sur une action. De Bruyne trouve le décalage. Castagne centre. De Ketelaere coupe devant Kubarsi. Tête. But. 1 partout. Premier but encaissé par l'Espagne dans ce mondial. Et là, c'est le moment charnière du match. Parce que l'Espagne est magnifique avec le ballon. Mais quand elle est touchée, elle peut montrer une fébrilité. Unai Simon n'a pas toujours rassuré. Sur certaines sorties, sur certaines prises de balles, tu sens une petite tension. Et dans la surface, il y a aussi quelques secondes où les Espagnols ne sont pas parfaitement alignés. Ce n'est pas une panique totale, mais c'est une faille. Et contre la France, ce genre de faille peut coûter très cher. Parce que Mbappé, Dembélé, Olise ou Barcola, ils n'ont pas besoin de 10 cadeaux. Un seul moment de désordre peut suffire. Et puis De La Fuente bouge encore. Entrée de Nico Williams. Entrée de Merino. Et ça, c'est très important pour la suite. Parce que le retour de Nico Williams donne une arme de plus. De la vitesse, du 1 contre 1, de la profondeur. Et Merino, je ne sais même plus quoi dire. Contre le Portugal, il marque à la fin. Contre la Belgique, il entre et il marque encore à la fin. On se dirige vers les prolongations. Courtois est sorti blessé. Lamens est dans le but. Kubarsi frappe de loin. Lamens relâche. Merino suit. 2-1 Espagne, c'est incroyable. Parce que ce n'est pas seulement de la chance, c'est l'instinct. C'est l'occupation de la surface. C'est le joueur qui sent où le ballon peut tomber. Et dans ce genre de tournoi, avoir un joueur comme ça sur le banc, c'est de l'or. Mais avant de parler de France-Espagne, respect à la Belgique. Parce que oui, elle est éliminée. Oui, elle a été dominée pendant de longues séquences. Oui, l'Espagne l'a souvent empêchée de respirer. Mais cette Belgique n'est pas tombée là par hasard. Elle avait déjà montré qu'elle pouvait faire très mal. Elle avait explosé les États-Unis. Elle avait trouvé de la puissance offensive. De Ketelaere en confiance, Lukaku capable de peser, Doku capable de provoquer, De Bruyne capable de créer une occasion avec une passe. Mais contre cette Espagne, il lui a manqué du contrôle. Il lui a manqué des séquences longues avec ballon.
Parce qu'à force de défendre, tu finis par subir. Et contre l'Espagne, subir trop longtemps, c'est presque impossible à tenir. La Belgique sort avec des regrets, mais elle sort contre une très grande équipe. Et maintenant, on a France-Espagne, et franchement, ça peut être monstrueux. Parce que l'Espagne vient de sortir une Belgique dangereuse en l'étouffant par le jeu, mais la France, c'est pas la Belgique. La France a une puissance offensive différente. Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, 4 attaquants capables de faire exploser un match sur une action. Et là, le vrai débat commence. Est-ce que l'Espagne peut faire courir la France comme elle a fait courir la Belgique ? Est-ce que la France peut punir la petite fébrilité d'Unai Simon ? Est-ce que Yamal peut faire mal côté droit ? Et surtout, il y a un duel que je vais surveiller de très près. Nico Williams contre Jules Koundé. Parce que si Nico entre ou démarre, il peut attaquer la profondeur, il peut provoquer, il peut forcer la France à défendre plus bas. Et si Koundé se retrouve souvent isolé, ça peut devenir l'un des grands duels de la demi-finale. Et puis il y a Pedri. Est-ce qu'il va enfin entrer dans son mondial au meilleur moment ? Parce que si l'Espagne ajoute un grand Pedri à ce collectif, là ça devient très sérieux. Et maintenant, Angleterre-Norvège. Mon prono, Angleterre 2, Norvège 1. Mais attention, ce match est un piège énorme. Tout le monde parle de Haaland et évidemment, il faut parler de lui. Il vient de sortir le Brésil avec un doublé. Il est clinique. Il n'a pas besoin de 10 occasions. Une demi-occasion dans la surface et c'est but. Donc la clé pour l'Angleterre est simple. Couper l'alimentation. Empêcher les centres. Fermer les passes dans les demi-espaces. Mais la Norvège, ce n'est pas seulement Haaland. Il y a Odegaard, il y a Nusa, il y a une équipe organisée, patiente, cohérente. Solbakken a construit un vrai collectif. Mais en face, l'Angleterre a plus d'armes individuelles. Bellingham peut attaquer les espaces en transition. Kane peut décrocher et organiser. Saka peut provoquer. Et si l'Angleterre arrive à faire courir la Norvège dans la chaleur de Miami, je pense qu'elle passera. Score probable, Angleterre 2, Norvège 1. Et l'autre match, Suisse-Argentine. Et là, je vais être clair. Je vois un match très fermé. Mon prono, Argentine 1, Suisse 0. Pourquoi ? Parce que la Suisse est une équipe très compliquée à jouer. Elle est physique, organisée. Elle sait garder le ballon. Elle a Xhaka, elle a Akanji. Elle vient de sortir la Colombie au tir au but. Et surtout, elle n'a pas attendu tout ce temps pour jouer un quart de finale juste pour venir regarder Messi jouer. Côté Argentine, je ne suis pas totalement rassuré. Oui, Messi est encore monstrueux. Oui, il est à 8 buts dans le tournoi. Mais l'Argentine a souffert contre le Cap-Vert. Elle a souffert contre l'Égypte. Elle a dû revenir de l'enfer. Mais dans ce genre de match fermé, il suffit d'un geste. Un coup franc. Une passe. Une seconde de Messi. Et ça peut faire 1-0. Score probable, Argentine 1, Suisse 0. Cette journée a confirmé une chose. L'Espagne est magnifique. Mais elle n'est pas invincible. La Belgique l'a montré. Elle a souffert, mais elle a quand même réussi à faire trembler la Roja. Maintenant, la France l'attend. Et derrière, Angleterre, Norvège, Argentine, Suisse, tout le tableau peut encore exploser. Alors je vous pose une seule question. L'Espagne joue-t-elle le plus beau football du mondial ? Ou la France va-t-elle casser cette machine ? Dites-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous pour les prochains débriefs.